Eh bien, bonjour à tous et merci à Pierre Lemonnery de nous faire cette communication dont le sujet, c'est comment mettre à jour ses connaissances. C'est très important ce titre parce que mettre à jour veut dire qu'on a déjà des connaissances. Et donc, ces premières connaissances s'acquièrent avec les très bons professeurs que vous avez eus. Et vous, toi, tu vas t'intéresser au sujet mettre à jour. Et donc, je te donne la parole. En effet, comme vous l'avez précisé, avant la mise à jour des connaissances, encore faut-il avoir acquis ces connaissances. Et pour un exercice autonome et une proposition de meilleure offre de soins à nos patients. Tout le monde connaît probablement l'effet de Dunning-Kruger, mais ce n'est pas forcément appliqué à l'orthopédie. Je l'ai pris pour illustrer nos problèmes en orthopédie, mais c'est un mécanisme psychologique très connu pour ceux qui veulent justement acquérir de la connaissance ou acquérir une capacité, une compétence. Et l'effet de Dunning-Kruger illustre parfaitement les difficultés auxquelles les chirurgiens en formation en orthopédie sont confrontés lorsqu'ils commencent à lire de la littérature scientifique. Souvent, ils y sont confrontés lors de la réalisation de leur thèse de médecine, mais ça peut arriver avant pour ceux qui lisent beaucoup. Et ce Dunning-Kruger, il est fait de 4 étapes. Pour le chirurgien orthopédiste, au début, lorsqu'on est un chirurgien qui ne lit que quelques papiers, on est au tout début de notre apprentissage, il y a un gain immédiat de confiance. Mais pour autant, notre niveau de connaissance, il est très faible. On a lu une infime partie des articles sur un sujet, mais on a tout de suite une plus-value. Et donc, en lisant peu, on n'est en plus pas confronté à l'hétérogénéité des résultats, aux conclusions qui s'opposent sur le même sujet, etc. Donc, tout est très simple, tout est assez évident pour ces chirurgiens, et ça donne souvent des chirurgiens avec un avis qui est très tranché, malgré leur faible connaissance, en fait. C'est des chirurgiens avec lesquels souvent il n'y a pas de discussion possible on ne peut pas discuter des indications, on ne peut pas discuter des techniques chirurgicales. Et cette période-là, elle est appelée le sommet de la stupidité, ce qu'on appelle le peak of Mount Stupid. Ensuite, il y a une deuxième période. Si ce chirurgien qui a lu quelques papiers doit continuer de lire des papiers sur le sujet, donc il va se rendre compte très rapidement qu'il y a beaucoup d'articles qui s'opposent entre eux, qu'il y a des nuances d'appréciation dans les résultats, qu'il y a des exceptions, et que cette hétérogénéité d'études, de cette hétérogénéité, il est très difficile de se forger une conviction et d'y voir très clair. Et donc finalement, souvent, on l'entend souvent, ce sont des gens qui vont regretter d'avoir lu tous ces articles, puisque avant, tout était très clair. Ils avaient le sentiment d'être particulièrement compétents sur d'eux, et maintenant, ils se mettent à douter de ce qu'ils font. Ils ne savent pas si ce qu'ils font est bien. Ils doutent, leur niveau de confiance souvent chute, et c'est ce qu'on appelle la vallée du désespoir. La troisième étape, si ce chirurgien persiste malgré tout, malgré ses doutes, s'il s'acharne dans ce travail, à lire de la littérature, il peut quitter cette vallée du désespoir parce que la lecture assidue des papiers permet de comprendre en fait les grandes tendances, de comprendre ce qui oppose les articles et ce qui les rapproche. Et finalement, on commence à structurer sa pensée et à y voir beaucoup plus clair. Et en construisant ce qu'on appelle sa connaissance, on grimpe ce qu'on appelle la pente de l'éclaircissement. Et enfin, une fois qu'on maîtrise la littérature, alors on peut apprécier l'impact des nouveaux articles qui arrivent, les intégrer dans une perspective historique. On arrive à comprendre si tel ou tel papier est important ou ne l'est pas et pourquoi il a une plus-value. C'est une mise à jour des connaissances finalement, et c'est la dernière partie du Dunning-Kruger. On parle de plateau de durabilité, et c'était le titre de ce topo du jour, mais il faut bien comprendre pour arriver à ce niveau-là, il y a quand même un certain nombre d'étapes qui sont difficiles, et il va y avoir des abandons à chaque étape. Et donc la confiance et la compétence, on le voit bien à travers l'effet de Dunning-Kruger, ne sont absolument pas corrélés. Et donc il faut faire preuve d'une grande ténacité si on veut pouvoir accéder à une culture solide de l'orthopédie, et non pas une culture très superficielle, et rester donc piégé sur le monde de la stupidité. Malheureusement, et c'est ça le plus gros frein pour notamment les plus jeunes, c'est que la production scientifique, elle a explosé ces dernières années. Et c'est difficile pour les gens qui ont appris la médecine dans les années 90-2000
de comprendre les difficultés qu'ont les internes actuellement dans les années 2020. Parce que les modes de diffusion des données scientifiques, le mode d'apprentissage et le volume énorme de données a explosé. On n'apprend plus du tout la médecine de la même manière. Et donc, les modalités de publication et de communication ont totalement changé. Pour certains, cet obstacle paraît totalement insurmontable et certains font un refus total et préfèrent uniquement apprendre sur le tas lors des stages avec du compagnonnage. C'est se priver quand même de beaucoup de choses et on va y revenir. Selon Ian Chalmers, alors Ian Chalmers, c'est l'un des fondateurs de la Cochrane. Donc, en termes d'évolution de la science, il s'y connaît quand même très, très bien. C'est 11 revues systématiques de la littérature et 75 essais contrôlés randomisés qui sont publiés chaque jour. Chaque jour. Et selon lui, c'est une courbe exponentielle. C'est-à-dire que les problèmes qu'on a actuellement sont rien par rapport à ceux qu'on va avoir dans 10 ans. Il y a donc une évolution qui est totalement incontrôlée de la production scientifique. Et ça se traduit d'ailleurs dans des courbes. Hein, parce que pour ce qui est de l'orthopédie, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà des quantités astronomiques des papiers publiés, c'est la dispersion des articles dans de très nombreux journaux qui va également poser problème. S'abonner à un journal, même si c'est un journal qui est leader, le JBJSA, la JSM, comme tout le monde connaît, ne vous donnera un accès qu'à un très faible échantillon en fait, de publications sur votre sujet d'expertise. Et ceci est particulièrement vrai donc, en orthopédie, puisque là, vous pouvez voir que pour lire 25% des essais contrôlés randomisés de l'année, seulement 25%, en 2011, vous auriez dû vous abonner à 13 revues de la littérature. Et parmi les journaux qui traitent des lésions de l'appareil musculo-squelettique, donc il n'y a pas que des journaux orthopédiques, on note que le KSSTA et Journal Arthroplastie, et un peu plus loin, donc la JSM et le JBJS américain, figurent parmi les journaux qui en publient le plus. Cependant, on note aussi que l'impact factor donc, de ces journaux n'est pas totalement corrélé au nombre d'essais contrôlés randomisés par an. Donc, c'est-à-dire que l'impact factor des journaux, finalement, ne vous renseigne pas vraiment sur le niveau de preuve des articles qui figurent dans vos journaux. Et on voit également que les 40 derniers pourcents donc, des essais contrôlés randomisés sont publiés dans plus de 300 journaux. 300 journaux. Ceci témoigne donc de l'accélération incontrôlée de la dispersion des articles. Et donc l'abonnement à un ou deux journaux, comme c'était le cas il y a 20 ans ou il y a 30 ans, ne permet plus du tout de suivre de manière efficace les avancées de la science en orthopédie. Tout le monde connaît le bureau de nos patrons, où on rentrait dans le bureau, ils étaient abonnés au GBJSA, ils étaient abonnés à la JSM, ils étaient abonnés à l'OTSR. Bon, cette période est quand même, semble-t-il, totalement révolue, parce que ça ne permet pas du tout d'avoir une vision rentable de ce qui se fait actuellement. Pour ce qui est des revues systématiques de la littérature, là aussi, c'est quand même un outil très intéressant, la revue systématique de la littérature, pour se mettre à jour. Ben, on observe exactement le même phénomène, avec une faible quantité de journaux qui publient la majorité des revues de la littérature, mais on assiste également à une dissémination complète avec des 30 derniers pourcents dans plus de 250 journaux. Donc, c'est exactement la même problématique. Alors, bien sûr, on peut toujours s'abonner à un journal parce qu'on aime sa ligne éditoriale. Moi, je suis abonné à des journaux parce que j'aime ce journal. Mais pour autant, je ne l'utilise pas pour être vraiment pour une mise à jour de mes connaissances. Mais si on souhaite vraiment maintenir son niveau de connaissance de la littérature, alors il faudra utiliser d'autres méthodes pour ancrer la science dans son quotidien et avoir surtout un bon rendement, ne pas perdre son temps. Et mieux encore, et même mieux, donc, le faire sans que ce soit vraiment perçu comme une contrainte, mais plutôt comme une routine. Il faut que la science s'insinue dans le quotidien sans qu'on s'en rende compte. Et finalement, maintenant, on a pas mal d'outils qui peuvent nous permettre de le faire. Et le premier, le plus simple, le plus évident, c'est par excellence l'objet de notre quotidien, c'est le téléphone portable. Parce que ce dernier peut nous permettre d'être alertés de publications d'articles sur un sujet qui nous intéresse, ou sinon des publications d'auteurs que nous pouvons suivre à travers certaines applications. Les deux grands moyens, ils sont bien connus. Le premier, c'est le flux RSS. Alors, le flux RSS, s'abonner à un flux RSS d'un site
C'est comme lui demander de nous envoyer le nouveau contenu au fur et à mesure qu'il est publié. Dès qu'il y a quelque chose qui est publié sur ce site, vous recevez un email alerte, une notification. Ainsi, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller chaque jour sur le site pour voir s'il y a de nouveaux articles. Et donc, on est automatiquement mis au courant par une alerte email à chaque mise à jour sur des sites auxquels on est abonné. C'est donc une diffusion de l'information jusqu'à vous. Vous ne faites pas d'effort, l'information vous arrive. L'autre version, qui est une version beaucoup plus rigide, c'est ce qu'on appelle la newsletter. Donc, on en reçoit notamment de la Softcode. Alors, lorsque nous sommes abonnés à un site, on peut recevoir une newsletter. Donc, sous la forme d'un email, comme je vous le disais, par exemple, la Softcode, et qui va nous informer à un rythme fixe de ce qui s'est passé depuis une période donnée. Donc, tous les mois, toutes les semaines. Et cette newsletter, vous pouvez, par exemple, la recevoir tous les trimestres ou tous les ans. Hein. Il n'y a pas de rythme fixe. Ça peut varier. L'alternative au RSS ou à la newsletter, c'est les push messages. Alors, le push message, c'est le top, hein, car ce sera carrément des notifications qui arrivent directement sur votre portable. C'est typiquement ResearchGate qui fait ça, par exemple. Ce sont typiquement donc, les sites comme ResearchGate qui pourront vous envoyer une notification sur votre téléphone et qui vous informera que vous avez été cité par un autre de vos collègues, qu'un de vos collègues a publié un papier, qu'il y a un article sur un sujet qui vous intéresse qui vient d'être publié, etc., etc., etc. Donc, le push message, c'est vraiment l'information qui arrive à vous en temps réel. C'est la version la plus moderne. En utilisant les RSS, vous allez pouvoir juste recevoir donc, des emails alertes et qui viendront donc, notamment de bases de recherche classiques. Donc, il y en a beaucoup. Il y a bien sûr Embase, Scopus, PubMed, Web of Science, Scope. Bon, il suffit de paramétrer finalement les motifs d'alerte en précisant donc, les auteurs, les keywords, afin d'avoir un spectre de recherche étroit et ne pas être submergé, bien sûr, d'alertes. Moi, personnellement, je l'utilise pour PubMed et je reçois des mails régulièrement pour les chirurgies du coude et de certains auteurs dont je veux absolument être informé de leur actualité scientifique pour me tenir au courant de leur actualité, savoir ce qu'ils publient, savoir leur niveau de publication, etc. Mais je pourrais également le faire sur Embase, Scopus, Web of Science, qui proposent exactement la même chose. Cependant, moi, je vous déconseille toutefois de vous abonner à plusieurs de ces sites, car vous risquez surtout de favoriser les doublons et être totalement assailli d'alertes inutiles. Et vous allez faire un refus d'obstacles. C'est-à-dire que si vous avez un spectre très étroit et que vous recevez quelques emails par semaine, ça va. Si en fait, vous tapez HIP arthroplastie et que vous le mettez sur Embase, Scopus, PubMed, Web of Science, vous allez recevoir 600 emails par semaine et ce ne sera pas du tout rentable. Donc, il faut le faire sur un spectre très étroit et sur une base de données, PubMed suffit largement. Ensuite, Ensuite, il y a également donc, des sites avec des systèmes d'alerte auxquels on peut s'abonner. Premièrement, il y a Google Alert. Donc, il suffit de paramétrer les keywords sur Google et les types de publications. Néanmoins, Google Alert, la recherche elle est très grossière et vous risquez d'être submergé d'alertes pour des publications absolument non scientifiques. C'est-à-dire que si Britney Spears se fait une entorse, vous allez avoir la notification. C'est pas de la science. Il y a de la science, mais il n'y a pas que de ça. Donc, pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt, Google Alert. Ensuite, plus axé science, il y a des sites entièrement dédiés à ça, comme par exemple StarTref, qui est le plus connu, hein, StarTref Online, qui est né en 2020 et qui a pour avantage de contenir du full text, d'articles considérés comme des evidence-based medicine. Il y a également des e-learning et ça vous informe donc en temps réel des nouvelles références qui sont disponibles dans leur base de données. Le site est bien sûr payant. Et le gain, pour moi, n'est pas évident, compte tenu de la facilité d'accès des full text grâce à SciHub, grâce à PubMed. Vous allez sur PubMed, vous prenez le DOI, vous le récupérez sur SciHub. Bon, donc pour moi, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai qu'avec PubMed, vous n'aurez pas de e-learning, vous n'aurez pas de choses comme ça. Bon, je ne suis pas sûr que pour l'orthopédie, ça soit très intéressant. Il y a exactement la même chose avec le Daily Poems, qui a été créé également la même année en 2020, qui est un peu plus généraliste que StarTref et qui propose le même type de service payant. Et enfin, il y avait l'autre, je reviens en arrière, il y a également, non, quoique je voulais dire, il y a Poems et tout, donc c'est bon.
Donc, je vous ai dit, mais c'est des sites qui sont payants, qui vous proposent plus de contenu, plus de full text, mais en se débrouillant bien avec SciUp, finalement, vous vous en sortez aussi bien. Donc, je recommande simplement de faire des recherches sur PubMed. Mais le problème, c'est que la recherche sur PubMed, c'est une démarche qui est active. Ce n'est pas du push message, c'est une démarche qui est active. C'est vous qui allez chercher l'information. Le site le plus connu, et celui dont je parle depuis le début, c'est PubMed. C'est également celui que moi, j'utilise personnellement. Je ne reviens pas sur la façon dont PubMed marche, car je pense que les 3/4 le savent déjà, mais ce n'est pas l'objet de la présentation. Et en plus, à noter par ailleurs que PubMed fournit des full text ou des abstracts, mais ils fournissent aussi des full text. Et pour les articles sans full text, en accès libre, vous aurez tout de même sur PubMed le DOI des articles qui vous permettra, par des moyens détournés que vous connaissez aussi, donc par SciHub, de récupérer le full text entièrement. Il y a aussi d'autres moteurs de recherche et bases de données bien connus, Web of Science, comme je vous disais, Scopus, Embase, Cochrane également, bien sûr. Et contrairement à ce qu'on pense, PubMed est loin d'être la base de données qui contient le plus de références. Cependant, ces bases de données recouvrent toutes les sciences, et pas seulement la médecine, et encore moins, pas seulement l'orthopédie, bien sûr. Et dans le cadre de nos recherches, à mon sens, PubMed est largement suffisant. Donc, il est clairement largement suffisant d'aller sur PubMed, mais si vous ne trouvez pas l'article que vous souhaitez, que vous savez que cet article existe, il peut être utile d'aller chercher cet article sur d'autres bases de données qui sont beaucoup plus importantes. Sachez que PubMed, voilà, c'est quand même la plus petite base de données, largement suffisante pour l'orthopédie, mais c'est la plus petite base de données. Cependant, lorsque la recherche sur les moteurs de recherche est laborieuse, il est parfois utile, pour s'y retrouver, de faire appel à des revues de la littérature systématique. Parce qu'en effet, parfois, on tape des mots-clés qui nous renvoient vers des dizaines de milliers d'articles dont le niveau d'évidence n'est absolument pas constant et qui va vous demander un travail énorme de mise à jour. Et c'est pourquoi il y a des sociétés comme la Cochrane, par exemple, mais il y en a d'autres, qui proposent des revues systématiques de la littérature, voire même des over-review of systematic review, et même des living systematic review, qui sont des revues de la littérature mises à jour perpétuellement, en permanence. Et les études de la Cochrane, elles permettent de traiter une question par l'inclusion d'un très grand nombre d'articles avec une méthodologie et une analyse statistique qui est rigoureuse et qui est référencée. On sait que c'est carré. C'est bien sûr pas suffisant, c'est pas suffisant de faire uniquement une lecture d'un article Cochrane, mais c'est un outil qui est très rentable parce que ça va vous lister les articles importants, ça va vous les proposer avec une méthodologie qui est extrêmement performante et ça va vous permettre donc de mettre le pied à l'étrier. Donc moi je vous recommande à chaque fois de vous référencer à Cochrane lorsque vous faites un sujet bateau où il va y avoir énormément d'articles, ça vous permet de faire un premier tri. Mais quand même l'objectif de ce topo, c'est quand même de vous montrer comment l'information peut venir à vous plutôt que d'aller la chercher. Et en effet, par exemple, les congrès, c'est des occasions d'obtenir de l'information, d'obtenir des idées originales sur des travaux qui sont rapportés par d'autres équipes. Alors, il y a un petit effort, il faut se rendre, parfois il ne faut même pas s'y rendre d'ailleurs, mais généralement il faut s'y rendre. Mais après, c'est l'information quand même qui vient à vous. C'est des gens qui viennent discuter, qui viennent vous montrer des choses. Et puis, lors des congrès, il y a également donc, des symposiums, il y a des conférences d'enseignement, notamment la Softcode, qui permettent d'obtenir de l'enseignement sur les bonnes pratiques et de vous rapporter les grandes tendances actuelles, et le tout par quand même des spécialistes généralement reconnus au plan national. C'est une façon un peu moins rigoureuse d'obtenir de l'information médicale parce que tout se joue sur l'instant. Vous regardez une personne qui fait une présentation, une fois que la présentation est finie, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, vous emmagasinez de l'information directe, c'est tout. Néanmoins, maintenant, un grand nombre de ces congrès sont filmés et le contenu est donc revisionnable. Donc, c'est quand même très intéressant. Et ces congrès, c'est aussi l'occasion de voir en réel le charisme, la clarté des explications des auteurs que vous lisez sur PubMed. Cette dimension humaine, elle ne doit absolument, à mon sens, pas être négligée, parce qu'elle génère de la motivation,
dont le chirurgien en formation aura grandement besoin pour continuer la littérature scientifique et pour quitter souvent cette vallée qu'on appelle la vallée du désespoir de Dunning-Kruger. Vous êtes submergé d'informations, vous doutez de vos connaissances et vous voyez des chirurgiens finalement qui ont passé ces 4 étapes, qui finalement naviguent dans la littérature scientifique très facilement. Ben, ça vous donne de l'élan tout de même. Ça vous donne de l'élan, ça vous donne envie. La médecine, c'est quand même beaucoup du mimétisme, c'est quand même beaucoup l'envie de devenir comme les gens qu'on côtoie. Et ces congrès, c'est une formidable occasion de susciter de la motivation. Le problème de ces congrès, et c'est un problème qui est très moderne maintenant, c'est que au niveau des enjeux écologiques, ce n'est pas terrible, c'est-à-dire qu'on demande à des milliers de personnes de se rencontrer pour 2 jours et que, avec le Covid, avec les enjeux écologiques, etc., on a développé d'autres moyens de communication bien plus éco-responsables où tout le monde reste chez soi. Alors, bien sûr, la dimension humaine est à oublier, mais c'est un moyen de communication qui est aussi intéressant. Je l'ai utilisé la semaine dernière pour le congrès d'orthopédie au Japon. Bon, ça m'évite de faire un aller-retour au Japon. Je suis à mon bureau et je participe à un congrès de la même manière et je diffuse de la connaissance et des articles de la même manière finalement. Il y a eu donc depuis 2-3 ans une multiplication des webinars, notamment lors de la période des Covid, qui sont réalisés par des experts, mais également largement sponsorisés. Ce qui est une limite très, très claire à ce type de contenu média par rapport à des conférences d'enseignement comme la Softcode, par exemple. Ça, il faut en avoir parfaitement conscience. Lorsque vous regardez un webinar, il faudra tout de même vérifier le niveau d'expertise des intervenants. Ce sont des gens qui sont pour la plupart financés par les industriels et il faut voir si la personne qui parle est vraiment l'expert qui est présenté dans le webinaire ou c'est simplement quelqu'un qui est certes connu mais qui n'est absolument pas un expert. Ça, il faudra faire un peu attention. Deuxièmement, on peut également assister à des live surgery. Alors, il y a beaucoup de controverses sur les live surgery, on l'a beaucoup vu notamment sur LinkedIn. Mais live surgery, c'est quand même une formidable occasion de voir des gens qui sont experts dans le domaine, opérer, voir les complications qu'ils ont en opératoire, alors qu'on ne pourra jamais aller les voir concrètement, mais ça nous permet de les voir de par notre ordinateur. On apprend beaucoup de choses. C'est quand même, enfin moi je trouve que c'est très bien. Lorsque c'est encadré, bien sûr, par de l'éthique, mais c'est très bien. Et après, les nouvelles formes, ce que je disais, c'est les e-congrès ou les congrès un peu mixtes, en partie présentiels, et puis avec des gens qui sont en visio, comme j'ai pu faire vendredi. Et ces e-congrès, donc, c'est un nouveau mode de communication qui permet de rassembler finalement autour d'un congrès des gens du monde entier sur plusieurs jours. Et c'est un mode de communication qui est intéressant et qui est cohérent avec les enjeux actuels et qui permet une diffusion massive de l'information. Par contre, et c'est important de le dire, regarder un congrès dans un canapé, en buvant un café, en traitant ses mails, en regardant les radiographies de nos patients qu'on a opérés de la journée, ça génère forcément beaucoup moins d'attention et de motivation chez les participants par rapport à un congrès en présentiel. Voir quelqu'un en vrai, la façon dont il s'exprime, le charisme de la personne, ça compte. En webinaire, quand on est sur notre ordinateur, qu'on le regarde qu'à moitié, le caractère humain, motivationnel, il disparaît totalement. Donc, il y a de l'information, mais cette information, elle diffuse, mine de rien, elle diffuse moins bien qu'en présentiel. C'est la grande limite des e-congrès. Ensuite, s'il vous faut un visuel, vous avez également des lives organisés par les sociétés savantes, comme par exemple la Softcode ou l'AOS, par exemple. Ce sont des formats qui ressemblent à une session de mini-congrès, finalement. Pour la chirurgie du coude, je pourrais également citer le Mayo Elbow Club, qui est plus un e-congrès mix, mais le Mayo Elbow Club, qui réalise chaque année une session d'enseignement en live et en présentiel. Et c'est aussi un formidable exemple de communication moderne qui répond aux enjeux actuels et qui permet au maximum de gens d'y participer. Un autre moyen de communiquer, moi que j'affectionne particulièrement, c'est le podcast. De communiquer ou de recevoir de l'information. C'est un moyen que j'affectionne particulièrement et c'est l'illustration parfaite d'un outil de communication très simple qui fait entrer la science, mais la science cool. Ce sont des gens qui parlent librement et certains, ils parlent, on a l'impression qu'ils sont dans leur cuisine. Mais c'est de la science par des experts, sans le caractère très formel des académiques. Et c'est de la science dans notre quotidien. Entre 2 blocs, entre midi et 2, après le travail, sur le trajet et retour, on peut travailler nos dossiers tout en écoutant un podcast. C'est très moderne, c'est souvent très qualitatif.
Moi, je peux vous citer ceux de la CSEC, par exemple, avec des experts niveau monde qui vont vous parler de la coiffe des rotateurs, qui vont vous parler de la prothèse totale de coude, des Sanchez Sotelo qui vous parlent de la prothèse totale de coude. C'est des formats qui sont assez courts, c'est très plaisant et c'est de l'information qui diffuse très bien. C'est comme de la radio, quoi. C'est de l'information du quotidien que vous pouvez écouter partout, c'est hyper flexible et c'est souvent très qualitatif, notamment lorsque vous suivez des podcasts faits par des sociétés savantes. Vous avez Orthobullet qui le fait également. Et puis après, vous avez des sujets plus précis. Vous avez The Bone Beat. Bon, The Bone Beat, c'est plus médico-légal, par exemple. Hein. C'est sponsorisé par la Ouest, mais c'est plus médico-légal. Voilà, mais vous avez plein de podcasts différents et je vous le recommande parce que ça vous permet une mise à jour aussi. Bien sûr, ce n'est pas la rigueur d'une recherche Cochrane ou d'une recherche PubMed, mais ça vous met à jour sur des sujets avec des gens souvent de très haut niveau. Et enfin, il ne faut pas oublier les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est une connotation absolument pas sérieuse, sauf qu'il n'y a pas que des vidéos de gens qui tombent dans la neige et des vidéos complotistes sur la Terre, sur les platistes. Il y a aussi des vidéos de très haut niveau scientifique, faites par des experts qui ont 150 papiers sur PubMed, et qui parlent très librement de leurs techniques chirurgicales, des indications chirurgicales. Vous pouvez trouver ça sur LinkedIn, sur ResearchGate, sur YouTube. Il y a des techniques chirurgicales faites par McKinnon sur la chirurgie des nerfs. Vous avez des vidéos d'arthroscopie faites par Van Riot, sur VuMedi. Sur Twitter également, vous avez sur Twitter de nombreux chirurgiens qui disent « Nous avons publié tel papier, nous avons fait tel podcast avec la référence. » Bon, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir bien sûr faire le tri. Mais c'est là également de l'information qui va venir à vous. Il y a plusieurs niveaux là aussi. Il y a de la science, il y a du motivationnel, c'est-à-dire que vous voyez des équipes dynamiques qui publient, qui vantent leurs publications, qui sont heureuses de leurs publications, qui sont heureuses d'arriver à un certain niveau de connaissance. Et ça donne de la motivation, ça donne de la référence, ça permet de la connexion, ça permet de l'échange. Et c'est très intéressant. Il ne faut pas du tout dire que les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Et il y a ResearchGate. ResearchGate, c'est quelque chose qui est apparu, je ne sais pas la date exacte, mais nous, dans notre quotidien, il est apparu il y a 5-6 ans. Ça ressemble beaucoup à Facebook, finalement. C'est le Facebook scientifique. Les gens ne donnent pas leur avis, contrairement à LinkedIn, donc c'est très intéressant. Les gens n'ont pas à commenter les publications. Et on peut suivre des chirurgiens qu'on affectionne, des techniques, des keywords, et ça nous permet de nous mettre à jour, là aussi, très librement, avec des push messages. C'est très intéressant. Et sur YouTube, vous avez plein de vidéos, comme je vous disais, et puis vous avez des enseignements, les conférences de Toulouse, comme celles qu'on fait actuellement. Il y a les conférences de Bordeaux avec OrthoLivestream qu'on fait également dessus. Donc, vous avez du contenu proposé par des CHU, proposé par des cliniques qui peuvent vous être utiles. Et donc, finalement, on a beaucoup d'outils à notre disposition pour nous donner du contenu scientifique tout le temps, partout. Il n'y a pas d'excuse, en fait. Mais l'enjeu, c'est de savoir organiser une routine pour être informé des nouveautés scientifiques sans en avoir vraiment conscience. Il ne faut pas que ça soit laborieux, il ne faut pas qu'on ait tout le temps il faut pas qu'on aille tout le temps sur PubMed. Ce n'est pas possible, on ne peut pas aller sur PubMed tous les jours, on ne peut pas aller sur un site internet tous les jours pour s'enseigner. Moi, je ne vais pas tout le temps sur ResearchGate, je ne vais pas tout le temps sur PubMed. Voilà, l'information arrive à moi. Et c'est ça, et il faut l'organiser de manière automatique pour que vous ne vous en rendiez même plus compte, en fait. Ce qui est important là-dedans, de comprendre, c'est que devant l'abondance d'informations, il faudra comprendre qu'il y a malgré tout un effort de synthèse à faire. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'informations qui arrivent à vous, que vous les lisez, ces informations, que vous lisez ces articles, vous allez très vite vous retrouver dans cette vallée du désespoir parce qu'il y a un effort supplémentaire à faire qui est l'effort de synthèse. Cet effort de synthèse, vous le sentez bien passer lorsque vous faites votre thèse. Mais cet effort de synthèse, en fait, il faut le faire au quotidien. Parce que PubMed, les réseaux sociaux, les congrès vont vous donner énormément d'informations, beaucoup plus que vous en avez besoin. Et vous allez donc être abreuvé de messages totalement contradictoires lorsque vous allez accumuler ces informations. Et sans cet effort de synthèse, donc vous allez stagner dans cette vallée du désespoir de Dunning-Kruger, et vous serez donc des chirurgiens qui, lorsqu'on vous demande, lorsque l'interne va vous demander de résumer une question, vous allez dire « ouais, mais c'est très compliqué », mais vous serez incapable en fait de répondre à une question simple parce que vous n'aurez pas fait de l'effort de synthèse. Et ça traduira une chose, ça traduira votre incapacité à structurer votre pensée de manière efficace. Vous avez les connaissances, mais face à une question simple, vous ne pouvez pas y répondre parce que vous n'avez pas fait l'algorithme
Vous n'avez pas structuré les différentes informations pour rendre cette information efficace. Et donc, il vous faudra faire un effort de compréhension et de synthèse pour transformer de l'information que vous avez accumulée en connaissance. C'est un effort qui est colossal en vérité. Et souvent, on le fait qu'une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, quand c'est pour vos DU lorsque vous faites les articles et pour votre thèse. Mais après, pour ceux qui vont multiplier les articles, c'est pour ça que c'est très important d'écrire les articles, c'est parce qu'à chaque fois, vous allez lire des articles et vous allez devoir faire cet effort de synthèse. Et vous allez vous habituer à cet effort de synthèse. Et ça va devenir là aussi un réflexe. Si vous ne faites que lire et que vous n'écrivez pas, très rares sont les masos qui vont se faire un effort de synthèse spontanément. Donc, l'écriture, c'est ce qui vous permet de faire cet effort de synthèse et de transformer de l'information en connaissance. Et c'est en bâtissant donc de la connaissance que vous pourrez appliquer sereinement lors de vos consultations et lors de votre bloc opératoire ce que vous avez lu dans les articles. Sinon, ça sera de la connaissance un petit peu stérile. Donc, au final, je considère qu'autour de nous, il va y avoir 3 cercles, 3 nuages. Un peu. Le premier cercle serait celui de la motivation, de la curiosité. Ce cercle qui vous poussera à travailler plus et qui va surtout renforcer le deuxième cercle. Le deuxième cercle, je l'ai appelé le cercle de l'information scientifique. Là, on est dans le dur. L'information scientifique, vous allez aller chercher sur PubMed et qui viendra aussi vers vous grâce au podcast, grâce à tout ce que j'ai détaillé. Et enfin, le dernier cercle, qui est finalement le plus important, qui est celui de la connaissance. Le passage de l'information donc à la connaissance. Et c'est en transformant vos informations en connaissances que vous rendez votre savoir utile à votre exercice chirurgical. C'est ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appellerais le cercle critique, finalement. Ces 3 cercles sont indispensables et sont liés entre eux. Sans curiosité, sans motivation, personne n'ira chercher de l'information. Si vous avez trop d'informations et que vous ne la structurez pas, vous ne bâtirez pas de connaissances. Le problème là-dedans, c'est qu'au final, vous serez noyé dans un nuage complet d'articles, de sites, de blogs, de réseaux qui peuvent parfois vous submerger d'informations. Et il faudra donc sélectionner ce qui se correspond le mieux à vos envies, à votre rythme, à vos objectifs, à votre niveau d'exigence. Inutile d'aller sur 10 000 sites différents et de vous submerger d'informations. Moi, par exemple, j'utilise les réseaux sociaux comme Twitter, LinkedIn, ResearchGate, voire même Instagram pour certaines choses. J'y lis des articles, des remarques, des idées, des discussions. J'ai, pour ce qui est de la motivation, également réalisé des fellowships à la Mayo Clinic, chez Van Rayet, qui m'ont donné de l'information, mais surtout qui m'ont donné des modèles et une motivation pour travailler plus dur. Par ailleurs, je vais sur ResearchGate. Et ResearchGate m'envoie des push messages qui vont m'informer des actualités des chirurgiens que je follow, et des articles qui sont publiés sur la chirurgie du coude. Et je vais faire mes recherches bibliographiques de biblio régulièrement sur PubMed parce que je suis obligé pour les articles que j'ai en cours. Et puis, j'ai parfois des mails alertes de PubMed qui m'informent que mes articles sont publiés ou que les articles des gens que je suis sont publiés pour savoir un peu l'actualité scientifique de tout le monde. Et j'utilise toujours les podcasts de l'ACSEC sur Spotify, entre midi et 2 lors des pauses déjeuner ou le soir lorsque je rentre ou le soir lorsque je travaille. Je mélange un peu tout ça. Et je me rends au congrès. Les congrès, c'est de plus en plus difficile parce qu'on est mal financé, mais je me rends également au congrès pour savoir un peu ce que tout le monde fait, pour rencontrer un peu les collègues. Et puis, nous avons fondé la chaîne YouTube Ortho Livestream. Vous avez les conférences de Toulouse. Ça, ce sont des chaînes qui sont extrêmement importantes parce que c'est des formats qui sont pédagogiques à propos d'une pathologie orthopédique. Donc, nous, on le fait sur des formats de 13 minutes, standardisés, pour transformer de l'information en connaissances scientifiques. À Toulouse, c'est exactement la même chose. C'est l'objet de ces conférences. Vous devez aller chercher, l'interne doit aller chercher l'information par lui-même. Le professeur ne sera pas derrière lui à lui fournir des articles, à lui dire qu'il faut qu'il travaille. C'est la responsabilité de l'interne. Il doit se responsabiliser à aller chercher l'information par lui-même. Et ensuite, à travers ces réunions scientifiques, à travers les discussions avec ses professeurs, avec ses chefs de clinique, au sein des CHU, mais également des CH, vous allez transformer ces connaissances ces informations en connaissances scientifiques. C'est le rôle fondamental de ces conférences d'enseignement. Mais si vous allez à ces conférences et que vous n'avez aucune information, vous ne transformerez rien. Vous allez écouter, mais ça sera stérile. C'est pour ça qu'il faut... ces conférences ne vous exonèrent absolument pas du travail souterrain qu'il doit y avoir derrière. C'est un tout. Ce sont deux éléments qui se nourrissent
d'eux-mêmes. Il y a un travail personnel de l'interne qui est indispensable. Le professeur, le chef de clinique ne remplacera pas ce travail, mais il vous accompagnera pour bâtir de la connaissance scientifique. C'est comme ça que ça s'organise. Et voilà, donc il faut un travail personnel et un travail collectif. Donc au final, il faudra construire les 3 cercles autour de vous pour fabriquer un quotidien qui sera générateur de motivation et de connaissances utiles à une activité chirurgicale de tous les jours. Deuxièmement, il faut bien noter qu'il y a 2 niveaux de connaissances. Il y a 2 niveaux intellectuels. Il y a l'information que vous devez acquérir et il y a la connaissance que vous devez faire à travers votre travail personnel avec les articles, votre thèse, etc. et lors de vos discussions, lors de vos stages avec vos pairs. Et dernièrement, il y a ces 3 cercles. Bon, enfin, moi, j'ai appelé ça des cercles, appelez-les comme vous voulez. Mais il y a ces 3 niveaux, en tout cas. Motivation, qui est indispensable. Indispensable. Sans motivation, vous aurez énormément de mal. L'information et la connaissance. Je vous remercie. Vous pouvez retrouver ce topo sur notre chaîne OrthoLivestream et a priori donc sur les conférences d'enseignement de Toulouse. Merci pour votre attention. Bravo, bravo. Alors, je vais remplacer Laurent Aubert, qui manifestement ne s'est pas connecté, c'est trop moderne pour lui. Écoute, ton exposé, il était brillant, moderne, et on a vu ton charisme, bien que ce soit un webinaire. Et ça m'a beaucoup rassuré parce que tu as dit beaucoup de choses que je trouve vraies hors l'enseignement. Moi, j'en fais depuis 40 ans, et tu as bien montré l'évolution. J'ai une preuve que ça ne sert à rien de se créer une bibliothèque avec 2 ou 3 revues, d'abord qui sont chères, ensuite on ne les a jamais toutes. Et la preuve, c'est quand on a déménagé. Avant, on avait 2 services, l'un à Rangueil, l'autre à Purpan, et on nous a demandé de nous mettre tous ensemble dans un nouvel hôpital. Et qu'avons-nous fait de la bibliothèque du professeur Fica, du professeur Utesa, du professeur Harley, qui pendant 60 ans, dans une immense pièce, avaient mis toutes leurs revues? On les a toutes jetées. On les a jetées d'abord parce que la plupart n'avaient jamais été lues, et ensuite, nous n'avions pas la place pour mettre toutes ces revues dans un nouvel hôpital. Et ces revues, de toute façon, elles ne sont pas lues. Et quand elles sont lues, eh bien, celui qui les lit arrache l'article qui l'intéresse et au bout d'un moment, il n'y a plus aucune notion réelle. Et il n'y a pas. Donc, c'est vrai que ce que tu as absolument dit, que la bibliothèque avec une revue, sauf celle qui t'intéresse parce qu'elle te plaît, ce n'est pas moderne de faire ça. Franchement, c'est bien. Après, tu nous as fait passer quelques messages. Un, que ça devrait être gratuit. C'est vrai que ce n'est pas normal pour pouvoir lire une revue et s'enrichir en connaissances de devoir payer à chaque fois. Surtout que ça veut dire que ceux qui n'ont pas les moyens auront moins de connaissances. Il faut que la lecture des revues soit gratuite, quel qu'en soit le moyen, ce qui n'est pas le cas. Et maintenant, j'ai découvert quelque chose de nouveau, c'est qu'on me demande de l'argent pour publier. Même quand le comité de lecture a dit tout va bien, c'est de revues sérieuses, ils disent ben, vous nous devez tant pour que ce soit publié. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut payer pour publier, payer pour lire. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a des moyens de contourner ça, sans doute. Oui, bah, il y a Sayub. C'est Sayub que tout le monde connaît. Oui, mais c'est de la triche. C'est de la triche, heureusement qu'elle y est. C'est la triche comme Spotify était de la triche, enfin, c'est de la triche, mais quand il y a un vrai progrès, en vérité, c'est difficile de le contrer. C'était de la triche quand quand on a dit que les Spotify allait détruire la musique. Bon, il n'y a jamais eu autant de musique. Maintenant, on dit que Sayub allait détruire, piller la science. Il n'y a jamais eu autant de science. Jamais. Mais moi, je suis un enfant de Sayub. Jamais j'aurais pu publier autant si je n'avais pas eu Sayub. Sayub m'a permis de lire des papiers à échelle industrielle. J'en ai lu énormément grâce à Sayub et ça m'a donné des modèles parce que sinon, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'OTSR, on avait quelques journaux qui sont très qualitatifs, mais on avait quelques journaux. On ne pouvait jamais faire de véritables revues de la littérature. Moi, j'ai publié beaucoup de revues de la littérature. Pourquoi? Parce que j'avais accès grâce à Sayub. Avant, c'était un enfer. Il fallait envoyer des mails à une secrétaire qui nous trouvait l'article 15 jours plus tard. Enfin, c'était impossible. Là, on peut faire une revue de la littérature en une semaine. C'est des progrès qui sont énormes. On l'oublie tellement c'est marqué
On l'oublie que c'était comme ça. Mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a moins de 10 ans. Oui. Et les progrès sont colossaux. Donc, on peut être contre ou pour SciHub, mais c'est comme si on disait qu'on était contre ou pour YouTube ou contre ou pour Google. Ça fait partie du système. Et les mêmes gens qui sont contre l'utilisent quotidiennement. C'est un progrès qui est colossal. Et moi, je suis comme vous. Alors après, je ne sais pas, parce que quand on est éditeur, on a bien besoin de faire… Il y a des employés derrière. Bon. Mais je suis pour la libre diffusion du savoir. Ça, c'est évident. Il faut que ça circule. Il faut que ça circule. Et de toute manière, maintenant que c'est lancé, SciHub, ça ne sera jamais arrêté. Les gens ont besoin de ça pour publier, pour lire. Donc, moi, j'utilise SciHub et après, j'utilise, comme je vous disais, pas que de la science pure. Je ne lis pas que des articles. Même, c'est plutôt mineur dans mon activité. J'ai tendance plutôt à écouter des podcasts. Moi, j'adore les podcasts. J'écoute des podcasts. Et ensuite, je clique sur des articles qui m'intéressent, de gens que je suis sur les différents réseaux, notamment ResearchGate. Je me mets à jour, en fait, comme ça. C'est pas très rigoureux, mais je me dis qu'en lisant 3 articles par semaine, j'en lis toujours 3 fois plus que les 3 quarts des gens. Il y a aussi quelque chose qui m'a plu, c'est de transformer des informations accessibles à toute personne qui sait voir et entendre en connaissances. Et ça, c'est très important. Et dans les anciens, dans lesquels il y avait des défauts, comme tu l'as dit, nous avions une formation qui nous apprenait ça, qui était la formation de l'internat, qui consistait à apprendre pratiquement toute la médecine et à la condenser. Et pour ça, il fallait acquérir des informations et les transformer en quelque chose qui allait devenir un écrit. Et c'est plus tout à fait vrai avec la manière d'apprendre la médecine aujourd'hui, où il y a beaucoup de QCM. C'est pour ça que quand on devient interne, il faut repasser par cette étape, transformer ces informations en quelque chose qui va bien avec mon cerveau et que je peux retranscrire. Et la première étape, c'est la thèse. C'est-à-dire qu'on doit approfondir un sujet. Alors, on a l'impression qu'on travaille pour les autres. Le sujet a été donné par le patron parce que ça l'intéresse. On va travailler pour lui. Non, on travaille pour soi. On approfondit un sujet, on va lire des articles, on doit le transformer en écrit. Et cette thèse, c'est le premier travail intellectuel qui permet ensuite d'apprendre d'autres choses. C'est pourquoi mon message, ce serait de faire la thèse dès le début de l'internat et de ne pas attendre la 4e année pour la faire à toute vitesse pour avoir le diplôme. Ça permet de connaître les gens avec qui on travaille, ça permet d'avoir un contact avec celui qui peut vous former et de vous dire, vois plutôt les choses comme ça. Je trouve que la thèse, c'est essentiel. La thèse, moi, maintenant, je commence à en avoir vu quelques-uns qui l'ont passé. Le déclic, je le vois chez les internes. C'est-à-dire que la qualité de la discussion, on le voit dans la qualité de la discussion. Et eux s'en rendent compte. C'est-à-dire qu'avant, ils ont un avis, parce qu'ils l'ont vu reproduit à l'infini avec les différents chefs de clinique. C'est souvent des écoles. Hein. Ils ont vu qu'on faisait comme ci, qu'on faisait comme ça. Donc, ils ont un avis qui est relativement tranché. Et puis, il se trouve qu'ils font une thèse sur le sujet, qui voient qu'il y a des équipes plus connues, parfois plus performantes, avec des cohortes énormes, qui ne font pas du tout ça, qui obtiennent les mêmes résultats. Et finalement, ces mêmes internes ont un avis qui est plus nuancé, avec lequel il est possible de discuter. Parce que c'est ça le problème, c'est que et ils discutent, et les gens qui ont passé une thèse sur un sujet, généralement, ont une discussion qui est élaborée, parce qu'ils connaissent les limites de leur positionnement, ils savent que jamais personne n'a un positionnement qui est parfait. On ne peut pas dire sur les terribles triades qu'il faut suturer tous les plans internes, on ne peut pas dire qu'il faut fixer toutes les coronoïdes, on peut pas… Voilà, on sait qu'on a un positionnement avec les points faibles, les points forts, et on a un avis qui est nuancé. Et cet avis nuancé, il n'est possible que si on a structuré sa pensée et qu'on a lu des papiers. Et ça, c'est indispensable. Et moi, je l'ai vu, pour Samonsat était présent. Récemment, j'ai fait alors je n'utilise jamais le bon mot, c'est une table ronde sur la cohorte historique des terribles triades. On a expliqué comment on traitait les terribles triades dans le temps depuis 70 ans. Et je l'ai fait avec certains de mes collègues qui n'avaient jamais rien publié. Et c'est marrant comme ils ont trouvé ça très utile, parce que c'est vraiment le sujet parfait où vraiment tout le monde fait tout et son contraire. Et finalement, à la fin, c'est toujours aussi hétérogène, mais au moins, ils ont structuré leur pensée en disant, si je fais ça, je m'inscris dans telle tendance avec ses points forts et ses points faibles dont j'assume finalement le caractère positif et négatif. Plutôt que de dire je fais ça parce qu'on m'a montré qu'il fallait faire comme ça et exercer la chirurgie orthopédique comme des tailleurs de pierre, on leur a dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Voilà. Et on leur récite les points forts et les points faibles et eux les répètent comme des perroquets. Là, l'avantage, c'est qu'ils ont tout lu. Et donc, ils ont une vision qui est nuancée de leur pratique, avec les points faibles et les points forts. Et ça, je trouve que c'est l'aspect le plus positif des choses. Et ça nous permet au plus
d'évoluer dans le temps. Comme on connaît les points faibles et les points forts, quand il y a des nouveaux articles, quand il y a des nouvelles tendances, on se dit, ah ben ouais, ça répond peut-être quand même aux points faibles de ma pratique. Tout à C'est fait. peut-être Alors, intéressant. tu as une question qui nous vient du Mali, Bamako, Aliouba, qui te demande comment faire la part des choses entre évolution et nouveauté et la pression industrielle. Par exemple, dans la chirurgie prothétique, souvent les industriels nous poussent souvent à changer d'habitude en nous submergeant d'infos. Comment Oui. éviter cela? Est-ce que donc on peut se passer des infos des industriels ou Bon, est-ce qu'il faut simplement savoir trier ce qu'ils nous disent? les informations des industriels, de quoi ils parlent? Ils parlent des papiers. Ce sont des articles sponsorisés. On en a tous fait. Enfin, on a tous fait. On en fait tous. Parle pour toi. Ouais. Bon, peut-être pour moi alors. Mais c'est pas forcément un conflit d'intérêt n'est pas forcément un problème. Mais c'est d'où l'importance de la mise à jour de nos connaissances. C'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire que si on lit 4 papiers sur un sujet et qu'on s'arrêtera là, 4 papiers, ça demande un certain effort. Quand on n'en a lu que 4, ça va prendre du temps. Parce qu'un papier, ça prend du temps quand on en lit peu. 4 papiers sur un sujet, on est extrêmement vulnérable. On est extrêmement vulnérable. S'il y a un industriel qui arrive et qui dit ce chirurgien qui est présent dans toutes les conférences, dans tous les trucs, qui a autorité, qui dit lui, il pose cet implant et il est très content, on n'a rien à rétorquer à ça. Parce qu'on ne peut pas interpréter cette information, on ne peut pas l'intégrer en fait. On ne peut pas l'intégrer avec nos 4 papiers. Donc, soit on adhère pleinement au truc, soit on n'y adhère pas, mais on est sur des sables mouvants. L'intérêt d'avoir une mise à jour solide, d'une embase solide, c'est que lorsqu'on vous donne une information, eh bien, vous avez de la profondeur en fait. Et cette information par l'industriel. Alors après, dans la question, il y a un peu de méfiance, comme si les industriels mentaient, etc. On va partir du principe que les industriels ne mentent pas. Ils vous donnent une information en disant il y a une nouvelle technique chirurgicale qui permet de faire ça. La question est est-ce que ce qu'ils proposent est vraiment intéressant dans la prise en charge de cette pathologie ou pas? Et ça, il n'y a qu'en ayant une connaissance de la littérature un petit peu développée, pas forcément, il ne faut pas être un puits de science, mais un petit peu développée avec des mises à jour régulières pour dire ouais, ça répond à une tendance, ça s'inscrit dans telle tendance. Tendance à laquelle j'adhère, tendance à laquelle je n'adhère pas. Mais au moins, vous avez un avis. J'utilise souvent l'expression de tailleur de pierre, mais c'est vraiment ça. Si vous avez appris l'orthopédie comme un artisan l'apprend, c'est-à-dire auprès du chef de clinique, mais sans avoir jamais lu ou du PUPH, mais sans jamais avoir lu un article, vous serez très, très vulnérable parce que la science avance, elle avance plus vite qu'on ne le pense. Et face aux évolutions, eh ben, qu'est-ce que vous allez faire? L'industriel vous propose quelque chose, eh bien, vous allez aller revoir votre professeur en lui disant qu'est-ce que vous pensez de cela. Votre professeur va vous dire c'est bien, c'est pas bien, et vous allez faire ce qu'il vous dit. Vous êtes dans une dépendance intellectuelle totale et vous manquez d'autonomie. Et finalement, c'est quand même, vous n'allez pas faire de conneries, mais c'est quand même tellement plus plaisant de faire ses propres choix, de les assumer, de faire sa propre chirurgie, que je pense qu'il faut faire cet effort intellectuel de lire pour pouvoir intégrer les informations des À ce industriels. moment-là, en faisant ta chirurgie, il faut analyser si ce que tu as choisi est vrai et croire aussi ce que tu fais. Je vais Ah te oui, donner un exemple, c'est la céramique. Moi, depuis que je suis interne, je vois des industriels qui viennent me voir et me disent c'est la céramique, c'est le bon couple de frottement pour les prothèses, notamment de hanches. Et puis je les vois 2 ans plus tard, ils me disent la céramique d'il y a 2 ans, dont je vous ai déjà parlé, n'était pas au point. On en a fait une nouvelle plus au point. Et puis tous les 3 ans, il y avait la nouvelle céramique qui détrônait la précédente qui soi-disant était au point juste avant. Jusqu'à la conférence que nous avons eue de Christian Mabi qui nous a dit attention, la céramique, ce n'est pas forcément le bon coup de frottement en 2023. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qui paraît nouveau et qui nous est imposé par les industriels. Il faut avoir du recul. Il faut avoir du recul en général. Voilà, ça c'est important. mais de toute manière, on a aussi le droit de se tromper. Ah oui, bien On sûr. a aussi le droit de Mais croire c'est que… pour ça qu'il faut aussi l'analyser au vu de ses propres malades. C'est-à-dire quand on a fait une série de X prothèses assez grandes, mais pas trop, quand à 40, 50 malades, on voit que ça ne correspond pas aux résultats qu'on nous a annoncés, il faut savoir remettre en question ce qui est écrit. Les premières tiges courtes, les premières tiges raccourcies, dont on a fait une énorme publicité, Paul Bonnevial a montré au bout de 30 cas que ce n'était pas ça qu'il fallait mettre. Donc, au 30e cas, il a dit j'arrête. C'est Tout à pas fait. vrai. Tout ce qu'on m'a dit, c'est pas vrai. Et donc, ça, c'est important de se remettre en question. Tout à Vous fait. avez des questions parce qu'il suffit, je vous rappelle, d'ouvrir le micro pour poser des questions. Oui, merci Pierre pour cette superbe conférence. Tu nous as montré donc l'immensité des sources d'informations que l'on peut trouver maintenant. Et comme tu as dit, c'est la façon moderne maintenant d'acquérir ces connaissances. Mais dans toutes ces connaissances, il y a des fakes.
Il y a ce qu'on appelle, côté éditorial, des revues, j'ai perdu le mot. Oui, je viens de le perdre aussi. Mais oui, des fausses, des publications. Mince, ça m'a échappé. On comprend ce que veut dire fake news. Prédatrices. Voilà, des revues prédatrices. Predator Review. Merci, merci, je crois que c'est François Bonnel. Merci. Donc, des revues prédatrices. C'est Jean-Louis Robilin. Ah, merci Jean-Louis, pardon, sans l'image. Merci Jean-Louis. Donc, des revues prédatrices, en effet, qui vont accepter tous les papiers, sans comité éditorial, sans revue, et qui vont faire passer des informations sans véritable preuve scientifique. Et c'est là où, en effet, il faut avoir un esprit critique pour faire la part des choses, pour peut-être comparer à d'autres études. Et voilà, et malheureusement, cet esprit critique, il n'arrive qu'un peu avec l'expérience, quoi. J'ai presque envie de dire, c'est la vie, en vrai. C'est comme ça dans tout. Je veux dire, nous, on n'échappe pas à la tendance de l'époque. Enfin, je veux dire, c'est le cas en orthopédie. Il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de choses fausses. Il y a des gens qui publient des corps. Dans le BJJ, Fares Haddad a été obligé de faire un édito parce qu'ils avaient chopé une équipe asiatique qui avait publié des séries entières totalement fausses où il n'y avait aucun malade qui existait. On est traversé par cette tendance-là qui est lourde, mais c'est le cas de tout, que ce soit de la politique, dans toutes les sciences, on est traversé par ça. Mais on n'a pas d'autre moyen que d'être critique. Et cette critique, ça renvoie uniquement, au final, à de la connaissance, à du background. Et je pense que, comme vous dites, plus on a d'informations, en fait, comme ça, et plus on va devoir être armé et avoir quand même des choses solides, parce qu'on va être submergé, en fait. Submergé d'informations, de fausses nouveautés, de choses toujours plus chères. Et maintenant, il y a une nouvelle façon de procéder. Elsevier là, nous a un peu alerté, c'est l'intelligence artificielle qui t'écrit les articles, en fait. Oui. Donc, qui écrit les articles et avec donc, des données scientifiques, là aussi, qui peuvent être discutables. C'est enfin, je ne veux pas stigmatiser, mais c'est les Chinois qui font beaucoup ça. Déjà à l'époque, des publications totalement fake, publiées dans leurs propres journaux, mais qui sont indexées, donc qui inondent la toile. C'est des revues de la littérature, beaucoup, ou des cohortes. Mais c'est un problème auquel on va avoir à faire face. Mais de toute manière, il y a deux solutions. Soit on se replie sur nous-mêmes en disant je ne crois que ce que j'ai vu, et donc voilà, mais l'évolution va faire très vite dépasser. Soit ils sont obligés d'avoir des références. Et moi, les références, elles sont nées de mes lectures. C'est-à-dire que quand on lit la chirurgie du coude, c'est toujours les mêmes noms. Donc, on sait qu'eux, ils sont des références parce qu'ils ont fait des choses dans les années 80. Monsieur Moret, vous connaissez très bien, ils ont fait des choses dans les années 80 qui ont été prouvées dans les années 90 et qui ont été reprouvées dans les années 2000 et qui ont inspiré d'autres techniques chirurgicales en 2020. Et donc, ces gens-là sont des monuments sur lesquels on peut quand même on peut y croire. Le petit article fait par un inconnu qui révolutionne la science, on peut prendre un peu plus de recul. C'est toujours pareil. Si on a des bases, on peut mieux interpréter les grandes nouveautés. Si on est sur des sables mouvants, tout est nouveau, tout est toujours révolutionnaire et on est très fragile. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Très, très fragile. C'est pourquoi tu as fait une remarque en disant les années 90, pour les chirurgiens, c'était le rêve. Ils n'avaient pas beaucoup d'articles, mais il ne faut pas le voir comme ça. Ils n'avaient pas beaucoup d'articles, mais ils faisaient toute la chirurgie. Ils faisaient l'épaule, le coude, la main, la hanche, et le chirurgien orthopédiste, et le rachiste souvent. Et donc, ils devaient être au courant de tout. Et aujourd'hui, il y a des spécialisations. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait plus que le genou, et dans le genou, il ne fait plus que les ligamentoplasties. Franchement, même s'il y a beaucoup d'articles, il peut se tenir au courant des articles sur les ligamentoplasties. Donc, c'est vrai qu'il y a plus d'articles, mais c'est vrai que beaucoup se sont tellement spécialisés qu'ils n'en lisent qu'une partie. Et donc, ça compte. Oui. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que tu as deux types de sujets. Alors, pour reprendre, par exemple, tu veux t'intéresser à l'arthroplastie de hanche. Il y a 200 000 articles sur le sujet, et si tu pars à zéro, tu ne peux pas les lire. Mais il y a les méta-analyses. Donc, peut-être il faut commencer par plusieurs méta-analyses qui vont quand même te recentrer le sujet. Par contre, il y a d'autres sujets que tu peux rencontrer pas souvent dans ta carrière, mais le jour où tu le rencontres, les fractures du calcanéum, des fractures plus rares, eh bien, il y a peu d'articles sur le sujet. Et là, tu peux tous les lire.
Tu vois ce que je veux dire? On peut quand même ne pas généraliser en disant il y a tellement d'articles, on ne peut pas les lire. Et où on ne peut lire que les derniers publiés. Non, on peut, avec les méta-analyses et les sujets plus précis, et en étant un spécialiste de la hanche, du genou, de l'épaule, quand même rester dans le coup sans que ce soit infaisable. Oui. Il faudra quand même faire une sélection parce que même l'épaule, je ne sais pas Ah les oui, chiffres, non, mais c'est monstrueux. Enfin, on pourrait passer ses nuits entières à lire des articles. On est obligé de sélectionner. Et puis, de toute manière, la sélection, elle se fait automatiquement. Il y a des gens qu'on n'a pas envie de lire et puis il y a des gens dont on se dit, il ne faudrait oui. quand même pas que je passe à côté de ça. Moi, là, étant à la retraite, je réécris et je regarde. Alors, je me dis, tiens, il y a 300 articles sur le sujet, mais il y en a 200, c'est un cas clinique. Il y a des tas de gens qui ont Des publié articles. sur un cas clinique. Alors, il est peut-être intéressant, mais les gens qui ont des vraies séries avec du recul bien revu, il n'y en a pas tant que ça, en fait, quel que Non. soit le sujet. Non, non, il n'y en a pas tant que ça. Monsieur Monsat, il confirmera, mais sur la chirurgie du coude, qui est vraiment la caricature des mauvaises séries qui ont été publiées, Oui, un cas clinique. beaucoup de mauvaises séries, beaucoup de mauvaises herbes, combien il y a d'articles qui ont fondamentalement changé la pratique? On les compte, il y en a 10. 10 difficilement, il y en a 5 ou 6. Il y a 4-5 grands personnages qui ont changé les choses, mais ce qu'on appelle les game changers et les gens qui ont établi les bases, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Et quand on regarde même M. Moret, il a écrit combien? 150 articles, 200, ce qui est colossal à l'époque, même peut-être beaucoup plus. Je dis ça, 400. 400 articles. 400 articles à une époque où bon, on n'était pas derrière un ordinateur avec des Word. Enfin, c'est colossal. Dans ces 400 articles sur le coude, moi, j'en ai lu quand même beaucoup, beaucoup de M. Moret, mais il y en a 5 qui ont clairement changé. Il y a eu un avant-après. Donc, même chez les plus grands des chirurgiens dans notre surspécialité, il y a des articles qui servent à en écrire d'autres et qui finalement leur permettent d'écrire l'article vraiment de leur carrière. Et ouais. Tout ce Donc, que c'est tu ça aussi. dis, c'est vrai en poésie, c'est vrai dans la chanson, c'est vrai dans la littérature. Hein. Tout ça, C'est vrai c'est dans vrai. tout. C'est vrai dans Moi, tout. ce qui m'a beaucoup plu, c'est ta courbe de Dunning-Kruger, comment tu l'appelles? Kruger, Karcher. Elle est vraie pour tout. Elle est vraie notamment pour le couple et l'amour. Avec pas grand-chose, tu as une acmé, et puis tout à coup, tu as un grand désespoir. Et si tu veux passer à l'étape suivante, ça demande beaucoup de connaissances de l'un Ouais. de l'autre. Mais c'est vrai en tout, ce que tu nous as montré là. Oui, non, mais en fait, C'est la c'est. première partie la plus agréable, hein, quand on est sûr de soi avec pas grand-chose. Ouais. Mais c'est après qu'on se rend compte. Oui. La courbe de Dunning-Kruger, c'est quelque chose de très connu. Après, tout ce qui est transformation de la connaissance, tout ça, bon, ça n'a pas de substrat scientifique. Hein, je l'ai fait pour la présentation. L'effet, la transformation de l'information en connaissance, la motivation, tout ça, c'est cercle n'existe pas. Il ne faut pas aller les chercher, ça n'existe pas. Mais c'était une façon de synthétiser et surtout, c'est mon cas personnel que j'ai essayé de transformer. Je pense qu'il y a des histoires, chacun a ses propres histoires. Il y a des gens qui sont mis à la science très tard. Hein, chacun a sa propre histoire. Mais je pense qu'il faut vraiment que les internes comprennent qu'il faut lire des papiers et puis il faut essayer d'en écrire. Ou en tout cas, si on n'arrive pas à en écrire, essayer d'avoir des activités qui permettent en tout cas de synthétiser vos informations. Parce que si on lit des milliards de papiers sur est-ce qu'il faut que je fixe ou non une coronoïde, et quand vous avez une coronoïde, eh bien, vous êtes incapable de savoir s'il faut la fixer ou pas parce que vous avez lu 1 milliard de papiers différents, ben, finalement, ça ne sert à rien. Vous avez plein de connaissances, mais qui sont stériles en fait. Cette synthèse, elle est indispensable. Alors moi, je te lis une remarque de Charles Belly, qui est en Polynésie. Il dit, n'oublie pas qu'en chirurgie, il faut aussi former les mains. Et pour cela, il n'y a que l'internat, le compagnonnage qui enseigne le coup de main. Et pour cela, le seul site est le bloc opératoire et le contact avec ses aînés. Ouais. Pour les deux. J'ai déjà eu ce genre de réflexion. J'en ai eu. Tous les gens qui écrivent, je crois, et qui lisent, ont ce type de réflexion. Alors, je suis totalement d'accord avec lui. On opère les gens, donc il vaut mieux savoir les opérer. C'est un prérequis en vérité. C'est-à-dire que quand on fait de la chirurgie de l'épaule ou qu'on fait de la chirurgie du coude, c'est un prérequis de savoir poser la prothèse. Ça va prendre beaucoup de temps. Hein. C'est l'histoire de l'internat. Il faut savoir la poser. Mais à la fin, tout le monde saura plus ou moins la poser quand même, tout de même. Enfin, quand même, on va faire ça toute sa vie. À la fin, on sait poser la prothèse. Et l'enjeu ne va pas être là. L'enjeu, comme je vous dis, on n'est pas des tailleurs de pierre. Couper la tête de l'humérus et mettre une prothèse dedans, je pense qu'au bout d'un moment, on va arriver à le faire. Faire des synthèses de tête radiale, mettre des prothèses sur le coude, à la fin, tout le monde sait la faire. Par contre, savoir à qui la poser, savoir à qui la retirer, savoir quand est-ce qu'il faut la changer, tout le monde n'a pas l'expérience.
Et c'est là que commencent les ennuis. Je ne suis pas d'accord avec toi avec tout le monde sait le faire, on est plus ou moins bon de ses mains. Il nous fait une autre petite remarque, Charles Belli, que j'aimerais appuyer. Souvent, j'ai entendu des communications faites par des élèves, mais maintenant qui sont devenus matures, quand ils ont une cinquantaine d'années, et leur communication, elle est très bien, mais elle rapporte souvent ce qu'on faisait au CHU il y a une quinzaine d'années. Et en fait, on a évolué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que quand il est parti du CHU, pendant ce temps, au CHU, on n'a pas évolué. Et il nous fait la remarque suivante. Retour à la maison mère m'apparaît comme un système très performant pour remettre une nouvelle couche de vernis sur les connaissances. Revenir une bonne semaine intensive par an dans son service initial serait une bonne chose. Et ça, je le crois sincèrement. C'est dommage que nous ne revoyions pas plus souvent nos anciens élèves. Oui, c'est vrai, mais je suis Et tout il à fait... serait étonné de voir il l'apprécierait plus vite parce qu'il saurait très vite voir ce qui est resté et ce qui a changé, plus que qu'un simple visiteur. Ouais, donc deux remarques. La première sur la qualité du geste. On est avec une certaine habilité. Il y en a qui ont plus de mémoire que d'autres, il y en a qui sont plus doués que d'autres que leurs mains, il y en a qui sont plus doués dans certaines choses que d'autres. On est avec ces capacités-là. Bon, après, on va tous faire en sorte d'être le plus agile possible, mais c'est comme ça. Par contre, lire la science, c'est accessible à tout le monde. Et donc, il ne faut pas opposer les choses. Je trouve ça... les deux choses doivent se nourrir. On ne va pas dans une bibliothèque à la place d'aller opérer. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu personne faire ça. Les gens qui lisent, ils lisent le soir. Ils lisent entre midi et deux. Moi, j'ai mon planning opératoire. J'ai jamais refusé d'opérer un patient pour aller lire un article. On le fait en plus de notre travail. C'est pour ça que c'est si dur et c'est pour ça que si peu de gens le font. Parce que ça demande un effort supplémentaire et vous êtes seul juge. Personne ne vous dira « tu n'as pas lu d'article hier, c'est pas bien ». On est le seul juge. Donc oui, bien sûr, le plus important, c'est de savoir opérer, ça c'est évident, mais il ne faut pas les opposer. Les deux se nourrissent et faire cette opposition, je trouve, est stérile. Les deux doivent être Il y a importants. une troisième qualité importante, c'est le bon sens. Le bon sens te permet de juger les articles et te permet de juger quand tu opères. Alors c'est sûr, quand tu tombes sur un chirurgien habile, qui a du bon sens et qui a des connaissances, bravo, tu es bien tombé. Mais les trois ne sont pas toujours réunis, c'est ça qui est dommage. J'aime bien la notion de sens pratique. Parce que le sens pratique, moi j'ai vu des chirurgiens qui avaient le sens pratique, même des collègues qui avaient le sens pratique. C'était pratique, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Ils ont le sens pratique, mais le bon sens, je m'en méfie quand même. Parce que le bon sens, c'est, je trouve, d'une manière générale, pas qu'en orthopédie, c'est souvent se soustraire à une réflexion et une remise en cause. C'est-à-dire que c'est du bon sens Tu as que raison, mais moi je ne parle pas avant, je parle pendant moment. l'opération, tu dois en permanence choisir entre plusieurs solutions et prendre la meilleure. Et ensuite, tu te trouves devant une autre situation où tu dois de nouveau choisir la meilleure solution. Et ça quand même demande du bon sens au-delà des connaissances que tu as acquises avant cette opération. Sur le moment, quand tu opères, beaucoup de bon sens reste utile, à mon avis, quand même. Oui, certainement. Certainement. Mais moi, le bon sens m'a fait faire des conneries aussi. Donc, c'est vrai que Mais tu en feras d'autres, tu es jeune. Et je vais en faire, oui, certainement, certainement. Mais le bon sens, parfois, sur le moment, on se trouve ça vraiment évident. Et avec le recul, on se dit, mais non. L'aubanage de l'écran, c'est le bon sens de se dire, il y a deux broches et un fil, et bien, ça va moins accrocher le triceps, et les gens vont être moins raides, ça va poser moins de problèmes qu'une plaque. Bon, quand on lit la littérature, ce n'est pas le cas. Pourtant, c'est le bon sens. Et c'est pour ça que le bon sens... Par contre, le sens pratique, c'est vrai. Moi, je n'ai pas le sens pratique, par exemple, je ne l'ai jamais eu. Mais il y a des gens qui ont le sens pratique, qui ont une vision où ils disent c'est évident que c'est ça qu'il faut faire. Alors, ça se rapproche un peu du bon sens. Hein. Mais ça, c'est on revient toujours à la même chose. Il y a des gens qui ont un peu ce qu'on appelle un don, mais je ne sais pas si c'est un don. Ils sont plus fités pour ce métier que d'autres. Ça, c'est évident. Mais bon, ça, après, un bon pianiste, c'est quelqu'un qui est doué dès le début parce qu'il a l'oreille et le doigté, qui a beaucoup travaillé pour devenir un pianiste. Il y en a, ils ont beaucoup travaillé, ils n'y arriveront jamais. Et ceux qui sont doués d'emblée ne vont pas travailler parce qu'ils sont doués et ne seront pas bons quand même. Il faut vraiment les deux. Mais ça ne s'oppose pas. Il ne faut pas se contenter de je sais faire, je me débrouille, ça va. Oui, non, mais. Puis en chirurgie, il faut rester humble, même si on progresse. Et on se nourrit souvent et on progresse souvent grâce à nos échecs. Donc, il faut savoir justement bien évaluer nos échecs pour ne pas répéter les mêmes bêtises et justement progresser dans le bon sens, comme vous dites, mais dans la meilleure façon de gérer
les étapes inhabituelles, quoi. J'avais vu un topo, là, à la Mayo, quand j'y étais, qui n'avait rien à voir avec de l'orthopédie, puisque c'était avec Spinner, où il racontait la totalité de sa carrière à travers ses échecs. C'était très instructif, parce que bon, on peut faire ça que quand on est patron d'un service. Parce que Après, celui qui en a beaucoup, il faut se méfier. Tu sais Oui, qu'aux mais États-Unis, bon, il y a un site internet aux États-Unis où on voit combien chaque chirurgien a eu de procès. Et en en-tête, il est écrit, ne vous fiez pas au nombre de procès qu'a le chirurgien qui va vous opérer, mais au nombre de procès qu'il a perdu. Parce que tu peux avoir 300 procès, avoir eu 300 fois raison, et en avoir eu 10 et avoir 10 fois perdu. Et donc ça, c'est bon, pas dans notre culture, mais c'est dans la leur. Donc attention aux erreurs aussi. Posez d'autres questions, c'est facile, c'est intéressant. Vous ouvrez votre micro. Et faire des erreurs, après, il y a des erreurs qui sont assumées. Moi, là, avec M. Mansat, par exemple, sur la terrible triade du coude, moi, je pars sur l'algorithme là, que je vous avais montré, M. Mansat, et je fixe tous les plans ligamentaires internes de tous les gens qui ont moins de 40 ans, par exemple. Ça se trouve, c'est une erreur. La science ne me permet pas de dire si j'ai raison ou tort. Je m'inscris dans cette tendance-là très agressive parce que c'est ma façon d'opérer les coudes, je suis très agressif dessus. Mais ça se trouve, je vais revoir. Mais tu confonds erreur intellectuelle, erreur technique. Avoir refait tous les plans, si tu les as bien refaits, c'est peut-être une erreur de choix, mais tu ne vas pas. Tandis que quand tu fais une vraie erreur technique en opérant, il te faut bien y réfléchir à la fois d'après pour ne pas la refaire. Ça, c'est personnel, parce que peut-être que ton voisin ne fait jamais cette erreur, mais en fait d'autres. Donc, il y a un travail sur soi-même qui demande de l'humilité, comme l'a dit Pierre. Et ça, c'est très important, l'humilité en chirurgie, et ce n'est pas le plus répandu. Non. Comme tu l'as dit d'ailleurs, chez les plus jeunes chirurgiens, les plus vieux sont souvent humbles. C'est comme en moto, tu sais. Au début, tu as peur, alors tu fais attention, et puis tu commences à aller bien et tu te casses la gueule, et après, tu commences à être calme. La littérature rend humble, justement. Quand on croit qu'on a un énorme leadership, ou on lit des gens qui en ont fait 10 fois plus que nous, on lit des gens qui ont des meilleurs résultats que nous, ça rend humble un peu. Ça nous permet de passer. Tu regardes leurs erreurs, il y en a beaucoup, parce que moi, j'ai lu des chirurgiens de la hanche qui étaient fiers de n'avoir que 8% de luxation. Or, 8% de luxation aujourd'hui, c'est honteux. On est à 0,4%. Et donc, ils n'étaient pas si bons que ça, quand même. Il y avait beaucoup d'analyses à faire. Voilà. Le leader qu'on suit, quoi qu'il arrive, j'y crois pas trop non plus. Tu vois. Il faut rester critique surtout. D'autres questions? Ouvrez le micro, posez des questions, parce que sinon, ça va se terminer. Jean-Louis. Oui, Jean-Louis Rouvillin, est-ce que dans la somme de littérature que tu as vue, tu as des guidelines pour essayer de repérer très rapidement que le papier vient de l'industrie? Qu'est-ce que tu regardes en premier pour savoir si ce papier il est d'un chercheur honnête ou s'il vient de l'industrie? C'est une question qui est sur le déjà je réponds de manière pragmatique et ensuite je répondrai sur le fond. De manière pragmatique, il suffit de regarder à la fin normalement les conflits d'intérêts. Si c'est un truc sur Smith & Nephew et que l'implant s'est centré sur Smith & Nephew, on va vite savoir. Si on fait une revue rétrospective monocentrique pour une telle prothèse Stryker et que l'un des chirurgiens il est notifié qu'il a un conflit d'intérêt avec Stryker, on peut considérer qu'il est possible qu'il soit influencé. Bon, ça c'est voilà. Donc oui, c'est surtout de la culture générale. On sait qui parmi les grands leaders, quand même, généralement, on sait qui travaille avec qui. Et lorsqu'il sort quelque chose sur la prothèse de genou de chez telle marque, chez tel distributeur, et on sait très bien que c'est l'un des gros chirurgiens de cet industriel, on sait très bien qu'il peut y avoir un doute. Maintenant, sur le fond, moi, par exemple, je réalise quelques études là actuellement avec les industriels. Je n'ai pas vendu mon âme au diable. C'est-à-dire que l'étude de l'industriel, il se moque éperdument des résultats. Qu'il soit bon ou mauvais, il ne nous influence pas. L'étude sera quand même publiée. Elle est gérée par la DRCI. Il y a une anonymisation des données, il y a des contrats qui sont signés. Et
croire qu'on va pouvoir manger gratos au restaurant grâce à eux parce qu'on a publié une belle série à leur nom, je crois que ça, ce temps-là est quand même un petit peu passé. Et je trouve qu'on est très focus sur, je le pense vraiment très profondément ça, on est très focus sur l'idée que les gens mentent parce qu'ils vont toucher du cash des industriels. Or, les 3/4 des gens mentent pour vanter leur cohorte et vanter leur structure, et ils gonflent leurs chiffres. Les Chinois, chaque fois je charge les Chinois, les pauvres, mais les Asiatiques qui ont été beaucoup critiqués pour ça, vanter leur structure, vanter leur carrière, s'en servaient pour des avancements de carrière, beaucoup plus que pour toucher de l'argent. Et le plus gros ressort, je crois qu'il n'est pas forcément financier, il est surtout à l'ego. Et il y a beaucoup plus de gens, je pense, qui mentent sur des corps très simples, non sponsorisés, que des gens qui mentent avec des gros industriels comme Stryker. Stryker, ils font de l'achat-revente, de la fusion-acquisition. Ils ont très peu de développement de produits. Et donc, leurs gains, ils ne le font pas, à part bien sûr sur la prothèse de genou, mais quand même, ils ne le font pas sur la petite publication pour la validation MDR de leurs produits. Ce n'est pas là où ils font leurs gains. Donc, croire qu'ils vont mettre une pression colossale sur le chirurgien qui a publié son papier, je pense que c'est faux. Bien sûr qu'ils seront contents si Arthrex publie un papier, mais bien sûr qu'il y a des articles qui sont promotionnels. Mais je crois que l'enjeu, vraiment, les mensonges, les fake news, la désinformation, elle est davantage dans des gens qui veulent promouvoir leur technique chirurgicale où ils ont passé leur carrière à la faire, et ils s'aveuglent en disant qu'il n'y a pas de complications, que tout va bien, etc., plutôt que des gens qui ont touché 1 000 € pour conduire une étude. Alors, je vais aller dans ton sens, si tu me le permets. Alors, je pense qu'effectivement, un industriel qui fait un protocole bien fait, auquel plusieurs chirurgiens ont participé, qui est un attaché de recherche clinique indépendant, qui vérifie tous ces chiffres, même si c'est au nom d'une société, les résultats publiés sont certainement meilleurs que celui que publierait le chirurgien tout seul. Mais inversement, il m'est arrivé de faire de la recherche avec des sociétés où les résultats n'étant pas bons, ils ne les ont pas du tout publiés. C'est-à-dire que le piège des publications, c'est qu'on aille dans l'industriel, c'est qu'on ne publie que le favorable, qui est juste. Le favorable est juste et bien travaillé, mais le non favorable n'est pas toujours pas publié. C'est partout pareil, ça. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est un peu partout pareil. Il pareil. faudrait publier nos mauvais résultats de temps en temps. Bon, j'ai tendance à dire à monsieur Jean-Louis Rouvillin que le meilleur gage de sécurité, c'est de savoir que l'étude a impliqué beaucoup de monde. S'il y a un attaché de recherche clinique, qu'il y a un data manager, que l'étude est prospective randomisée, que c'était sur un fichier autonome. C'est plus juste que tout le reste. Le truc, il est énorme. Ça n'existe pas, le mensonge global. Et sans les industriels, on ne peut pas se le payer de toute façon. Mais non, on ne peut pas mentir. On a besoin d'eux pour le faire parce que nos facultés n'ont pas mis les moyens. Mais plus c'est des études prospectives randomisées, plus c'est structuré, on en revient toujours au niveau de preuve, mais c'est vrai, si c'est une étude prospective randomisée avec un serveur, avec l'essai contre randomisé qui est passé devant des comités d'éthique, qui a été renseigné, la méthodologie est déjà faite, qu'il y a les études sur les anticoagulants, elles sont sponsorisées par ceux qui ont fait les anticoagulants, mais elles sont exactes. Le nombre d'hématomes, tout ça, c'est exact. Après, eux, ils vont faire leur promotion. Après, dans la présentation, en conclusion, ils peuvent un peu tricher, mais dans les chiffres, non. Non, voilà, exactement. Eux, après, ils vont le reprendre dans des… Ils vont voir que ce qu'il y a de bien. Mais… Voilà, exactement. Ils vont nous dire, ils vont surinterpréter les résultats de l'étude qu'ils ont payée. Mais l'étude… D'autres questions? Plus de questions? Eh bien, il n'y a plus de questions. Franchement, c'était bien. Tu seras beaucoup revu. Ces conférences, non, en replay, sont vues de façon étonnante, beaucoup. Vous les mettez sur quoi? Alors, elles sont sur le site de la conférence, mais depuis la semaine dernière, nous sommes couplés à l'European Hip Society, qui elle-même fait des webinars. Et donc, les conférences que nous faisons pour Toulouse et ceux de l'European Hip Society vont être couplés. Donc, ça prend un petit peu plus d'importance. Et je pense que dans l'enseignement que tu as montré, ces conférences, elles sont intéressantes parce qu'on n'a pas à se déplacer. Après, on fait autre chose. Ça ne coûte pas d'argent à celui qui l'écoute. Il peut les revoir après, même s'il n'a pas eu le temps d'y aller. Mais surtout, dans beaucoup des conférences que nous avons faites, il y a des choses compliquées qui ont été dites. Et ça passe, comme tu dis, en direct. Mais quand on va le revoir, si on veut l'approfondir, on peut le faire. Et je pense que c'est une nouvelle manière de communiquer qui est intéressante. Et aller à un congrès,
c'est très dur d'obtenir les autorisations de le faire. Mettre tout le monde dans une salle, c'est très cher. Ça fait perdre du temps aux chirurgiens. Et même dans les salles de conférence, tout le monde n'écoute pas tout. Il parle à son voisin, il drague sa voisine, il reste sur les stands, il va visiter la ville. C'est pas aussi. C'est bien aussi. Tout ce que tu as critiqué pour le webinaire est vrai pour le congrès aussi. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Allez, je te dis au revoir. Je te remercie encore une fois parce que franchement, c'était bien. On a bien discuté. Ce que tu as dit était juste. Au revoir. Au revoir, monsieur.